Mes chers compatriotes, parmi les bévues innombrables commises par Macron tous les jours, il y en a encore une qui a défrayé la chronique, du moins auprès des élus locaux et notamment des maires, c'est l'absence du président de la République au Congrès des maires. Il y a chaque année un congrès de l'Association des maires de France avec un salon à côté. Et M. Macron a décidé de snober cette année le congrès, mais en revanche de parcourir les allées du salon et donc de ne pas prononcer de discours devant le congrès. Il a fait venir en revanche quelques centaines de maires à l'Élysée, mais qui avaient été triés sur le volet. Pourquoi ça ? On imagine que Emmanuel Macron avait peur d'être pas très bien accueilli par les maires de France, auxquels il raconte son baratin depuis maintenant suffisamment d'années pour que la grande majorité des maires ne le croient plus. Alors, ceci m'amène à vous parler d'une situation qui est à la fois extrêmement importante et très grave, et qui passe assez inaperçue d'une grande partie de nos concitoyens. Je veux parler de l'évolution de ce qui se passe dans le monde rural, et notamment chez les maires ruraux. Les habitants des grandes villes ou des départements extrêmement urbanisés ne se rendent pas compte de ce qui se passe dans ce que l'on appelle la France profonde ou bien la France périphérique. C'est-à-dire que de plus en plus de maires de petits villages baissent les bras, sont désespérés de constater que leur métier est vidé de substance par les pouvoirs publics, qui leur coupent les vivres de plus en plus. Ça a commencé avec la diminution très rapide de ce que l'on appelait la dotation globale de fonctionnement, où l'État donnait de l'argent à chacune des mairies. Ça continue avec l'obligation à se fusionner dans des communautés de communes, des communautés d'agglomération, en forçant la volonté des élus et des populations locales qui n'ont pas forcément envie de faire une fusion avec la commune d'à côté, avec laquelle des oppositions ancestrales existent, ou plus généralement d'ailleurs de fusionner dans une espèce de magma avec 25, 30, 35, 60, 80 communes, il y en a même parfois davantage, où en fait elles ne sont plus qu'un pion et elles ne décident plus de rien. Il y a un véritable malaise chez les maires de France, et en particulier chez les maires des petites villes et des petits villages de France, disons en dessous de 1500 habitants, parce que beaucoup d'entre eux commencent à comprendre qu'en fait, l'État a décidé de leur pure et simple disparition. Alors je voudrais ici vous dire ce que je pense de tout ceci, et je vais vous dire en quelques minutes, synthétiser ce que j'ai dit depuis plusieurs années dans une conférence sur les eurorégions qui est en ligne depuis maintenant au moins 5 ou 6 ans et qui n'a pas arrêté d'être confirmée par les événements, ce qui valide le raisonnement qu'il y a derrière. Je voudrais vous dire que, en fait, la France va vers une destinée que les grands dirigeants lui cachent depuis des années. Quelle est cette destinée ? Cette destinée consiste à aller vers une Europe fédérale où, comme l'avait annoncé Victor Hugo dans son discours de 1849 au Congrès de la paix, vers des États-Unis d'Europe. Ça nécessite, de ce point de vue-là, que je fasse un rapide survol de la façon dont est organisée la France depuis l'Ancien Régime. Sous l'Ancien Régime, donc avant 1790, il y avait en France des provinces. Il y avait la monarchie, installée d'abord dans les châteaux de la Loire sous les Valois, puis à partir de Louis XIV installée à Versailles, et puis sous la monarchie de Juillet installée aux Tuileries. Cette monarchie était donc avait agrégé au royaume de France des provinces. Il y avait des très grandes provinces, par exemple la Lorraine, ou bien la Guyenne, ou bien la Bretagne, ou le Dauphiné, qui étaient des provinces d'une grande superficie. Et puis il y en avait des petites, comme l'Aunis ou la Saintonge, qui étaient plus petites qu'un département actuel. Il y avait une très grande disparité dans le royaume de France, puisque dans la plupart de ces provinces, il y avait des parlements. Les parlements de province qui menaient la vie dure au roi.
sauf sous Louis XIV qui avait serré la vis et qui avait mis les aristocrates sous son œil sous le château de Versailles. En réalité, il y avait dans ces parlements peuplés d'aristocrates, voire de membres du haut clergé, il y avait en fait beaucoup d'opposants et ce qu'on appelait des féodaux, une certaine forme de féodalité, qui s'opposaient à la volonté du monarque. Ce fut le cas notamment sous la Régence, sous Louis XV et ô combien sous Louis XVI. Dans chacune de ces provinces, il y avait des us et coutumes différents, des mesures différentes. La livre de Rouen, le poids ne valait pas le même poids que la livre de Toulouse. Il y avait des patois différents. Il y avait des octrois pour passer de l'une à l'autre. Il y avait des privilèges, des lois spécifiques, des lois privées. C'est ça que ça veut dire privilège, selon les endroits de la France. De telle sorte que le peuple français était réuni par l'appartenance à un pays, la France, à un royaume, à une obligation d'obéissance et de dévotion à l'égard du roi de France. Mais en réalité, au quotidien, il y avait des situations extraordinairement disparates. Et ce fut à la fois l'un des objets et l'une des conséquences de la Révolution française que d'avoir voulu unifier la France et égaliser la situation des citoyens. C'est comme ça qu'est née l'idée de supprimer toutes les provinces et de créer les départements. C'est ce qui a été fait en 1790. Les provinces ont été supprimées, les parlements de province où péroraient les aristocrates d'Ancien Régime et s'opposaient à la volonté royale ont été supprimés, et l'on a créé à la place les départements de France, avec comme volonté d'avoir une division administrative qui permettait à la personne située le plus loin du chef-lieu qui était donc là où allaient être les services de l'État, eh bien la personne située le plus loin pouvait faire l'aller-retour avec une journée à cheval. En une journée à cheval, il pouvait faire l'aller-retour pour aller voir justement ce qu'allait devenir le chef-lieu, puis la préfecture. Donc en 1790, on a eu cette proposition, cette loi. Au début, on a tâtonné. Les tout premiers projets avaient prévu de couper la France comme un damier, un petit peu comme les États de la côte ouest des États-Unis, comme par exemple le Wyoming ou le Colorado, enfin les États de l'Ouest américain. Et puis on s'est aperçu qu'il y avait quand même des problèmes de bassin de population, de circulation, des routes, etc. Donc on ne pouvait pas faire comme ça. On a donc défini une carte qui est la carte des départements telle que nous la connaissons. En gros, il y a eu des modifications avec l'histoire ici ou là, mais en gros, on a vu apparaître cette carte en 1790. Et au même moment, on a créé les communes qui allaient être chargées de gérer l'état civil, c'est-à-dire tenir le registre des naissances et des décès, et donc de soustraire cette fonction régalienne par excellence à l'Église catholique, puisque auparavant c'était les paroisses qui géraient cela, sachant que la France était un pays extraordinairement uni où l'écrasante majorité de la population française était catholique, surtout notamment depuis que la révocation de l'édit de Nantes, les protestants avaient dû quitter le royaume. Alors, ces paroisses sont devenues des communes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup de communes de France s'appellent avec un nom de saint. Saint-Ouen, Saint-Denis, Saint-Nazaire, etc., etc. Tout ça, c'est des anciennes paroisses. Alors, nous sommes donc en 1790, et la France, c'est quoi ? Eh bien, il y a une nouvelle hiérarchie administrative, les communes, puis le département, et enfin le royaume qui, en 1792, devient une république. Et ce système en 3 morceaux, très clairs, conçu d'ailleurs ensuite bien travaillé par des polytechniciens, a fait en fait le plaisir des Français. Les Français se sont reconnus, d'autant plus qu'au même moment on imposait le système métrique, donc l'unification des poids, des mesures. On imposait également l'unification des taxes, des droits. On avait supprimé les privilèges et les lois locales. Alors il paraît que ça s'appelle le jacobinisme et il paraît que c'est quelque chose d'épouvantable. Ça, c'est ce qu'on nous dit à notre époque. Mais en attendant, ça avait beaucoup plu à l'écrasante majorité des Français. À telle enseigne d'ailleurs que lorsque Napoléon a pris le pouvoir, il a maintenu
les départements, il a même renforcé le pouvoir, il a nommé des préfets, mais à telle enseigne également que lorsque l'épisode napoléonien s'est refermé en 1815 et que l'on a assisté à la Restauration avec l'arrivée au pouvoir des deux frères de Louis XVI, l'un après l'autre, Louis XVIII et Charles X, que ceux-ci ont fait ce qu'on appelle la Restauration. Ils ont essayé de restaurer un certain nombre de choses de l'Ancien Régime, notamment le drapeau bleu-blanc-rouge, ils l'ont abandonné pour reprendre le drapeau aux fleurs de lys. Mais en revanche, Louis XVIII et Charles X ont conservé le système des départements et des préfectures. L'ont conservé également Louis-Philippe, la Seconde République, Napoléon III, la Troisième République, tellement ce système, en fait, convenait bien à l'esprit français, qui est un esprit égalitariste, cet esprit qui avait fait dire à Chateaubriand, il avait eu cette formule un peu désabusée, il avait dit « Au fond, les Français se fichent pas mal de la liberté, l'égalité seule est leur idole ». En attendant, nos ancêtres, donc pendant tout le XIXe siècle, ont conservé les départements. Et tout ceci nous a mené de 1790 jusqu'à 1941. En 1941, sous l'État français, sous la botte de l'occupant allemand, les Allemands demandent à Pétain de créer des provinces, de recréer des provinces. Ils ont évidemment une arrière-pensée. L'arrière-pensée, c'est que la Révolution française avait fait de la France un État unifié, extrêmement fort et puissant, qui avait d'ailleurs failli soumettre l'ensemble de l'Europe. On l'avait vu avec l'épisode de Napoléon. Et donc les puissances étrangères, au premier chef d'ailleurs desquelles, là les Allemands, mais aussi les Anglais, rêvaient de voir la France être morcelée, être éparpillée. C'est la politique divisée pour régner, dont j'ai expliqué que c'est une politique qui est actuellement conduite par les États-Unis d'Amérique dans tout le Moyen-Orient, mais aussi en Russie ou en Chine. Je renvoie à la vidéo que j'ai faite au dialogue franco-russe et toutes preuves à l'appui, je montre que la pensée des dirigeants américains depuis maintenant un certain nombre d'années, voire de décennies, c'est d'essayer de pulvériser en sous-entités étatiques les grands États-nations afin qu'ils ne puissent plus résister à l'hégémonie américaine. Alors, en 1941, ce n'était pas de l'hégémonie américaine qu'il s'agissait, mais de l'hégémonie allemande. Lorsque la France s'effondre, Hitler rafle l'Alsace et la Moselle qu'il rattache directement au Reich allemand, mais par ailleurs en 1941 demande et obtient de Pétain qu'il recrée des provinces que Pétain va appeler des régions et qui seront les prémices des régions que nous connaissons. Pétain veillait quand même un petit peu au grain ici ou là. Pétain il n'était pas nazi, il était pétainiste, c'est-à-dire qu'il obéissait, il perdait son honneur à obéir aux hitlériens. Mais ici ou là, il essayait de sauver un petit truc. Et c'est Pétain qui, notamment au moment de la définition de la région Bretagne, avait décidé de retirer le département de la Loire-Atlantique pour créer une région qui s'appellerait Pays de la Loire, et parce que Pétain se méfiait quand même toujours du risque avéré dans notre histoire de résurgence des féodalités contre le pouvoir central. Pas besoin de vous dire que cette politique avait été approuvée et soutenue par un certain nombre d'indépendantistes. Et puisque je parle de la Bretagne, avait été soutenue notamment par les indépendantistes bretons, en particulier quelqu'un qui s'appelait Morvan Marshall. Morvan Marshall qui écrivait dans une revue Brace Atao, qui était proche des idéaux nazis, qui valorisait le monde celtique, qui a créé en 1923 le Gwen Adou, le fameux drapeau breton, qui est en fait un copier-coller du drapeau des États-Unis d'Amérique, mais à la place des étoiles, Morvan Marshall avait mis le manteau d'Hermine, le blason d'Hermine de Anne de Bretagne. Ce mouvement indépendantiste qui réclamait donc une Bretagne indépendante dans le cadre de la nouvelle Europe hitlérienne, et ce Morvan Marshall qui, à la Libération, a été frappé d'indignité nationale par De Gaulle avec le soutien du Parti communiste français pour collaboration avec l'ennemi. D'ailleurs, on oublie trop souvent que Charles de Gaulle, quand il était président de la République,
avait à la fois interdit que l'on mette sur les voitures les plaques d'immatriculation ou des autocollants. Il avait interdit que l'on mette des drapeaux EU, comme ça s'écrivait à l'époque, c'est-à-dire Europe unie, mais également le drapeau breton qui avait été frappé d'indignité nationale. Le drapeau breton n'avait plus le droit d'exister, le fameux Gwenadou. Il faudra attendre Giscard pour lever ces interdictions. Et quand maintenant on voit sur les voitures françaises le drapeau breton, pour les gens qui habitent en Bretagne, 99% des gens ne savent pas quelle est l'origine de ce drapeau. En attendant, lorsque De Gaulle arrive au pouvoir en 1944, eh bien avec le gouvernement provisoire de la République française, il supprime les régions créées par Pétain, d'abord parce que ça a été créé par Pétain, et deuxièmement parce qu'il sait que c'est à la demande de l'Allemagne, et il sait également que l'Allemagne finançait en sous-main les mouvements indépendantistes comme en Bretagne, et donc il s'agissait en fait d'une volonté de l'Allemagne de disloquer la patrie. De Gaulle supprime les régions, et tout ceci va nous mener jusqu'à quand ? Jusqu'au référendum de 1969, avec la volonté de Gaulle vieillissant, qui avait montré sa volonté de peut-être aller vers une régionalisation, parce qu'il y avait des forces, notamment dans les médias, et qui indiquaient constamment que la France était un pays trop centralisé et qu'il fallait absolument décentraliser tout ça, il fallait créer des régions, des régions, des régions. Bon, finalement, De Gaulle quitte la scène en 1969, Pompidou lui succède, et Pompidou décide en 1972 de recréer en effet les régions, comme si c'était quelque chose d'absolument indispensable pour le bon fonctionnement du pays, alors même que les années 1790-1972 avaient montré le contraire, c'est-à-dire quasiment 2 siècles, on s'était très bien passé et des provinces et des féodalités locales et des régions. Mais Pompidou, qui était non pas gaulliste, mais une espèce de radical socialiste se faisant passer pour un gaulliste, avait commencé à aller dans la direction de ce que certaines bonnes âmes lui soufflaient en créant les régions, mais néanmoins, en hésitant longtemps et en finissant par se décider par créer des régions qui étaient des établissements publics administratifs, c'est-à-dire des petits organismes administratifs chargés de faire un petit peu de coopération interdépartementale et avec une trentaine ou une quarantaine de fonctionnaires, c'est-à-dire des régions de façon minimale et pas trop chère. Et tout ceci nous mène à quoi ? Nous mène à l'année 1981, c'est-à-dire 9 ans après l'élection de François Mitterrand à l'Élysée, et l'année 1982, avec les lois Defferre, du nom du ministre de l'Intérieur, où François Mitterrand, toujours sensible aux sirènes venues de l'étranger, n'oubliez pas que François Mitterrand s'était fait attribuer la Francisque numéro 2202 par le maréchal Pétain en avril 1942, et donc faisait partie de ces gens que De Gaulle stigmatisait comme représentatifs de l'esprit d'abandon, des gens qui ne croient plus dans la possibilité d'avoir une France souveraine et indépendante, et des gens qui pensent qu'il faut toujours prendre en fait ces directives à l'étranger. Donc, nous voici partis pour la décentralisation, les lois de 1982 de Defferre, qui ont consisté en quoi ? Qui ont consisté en fait à créer les régions, transformer les régions qui existaient non plus en établissements publics administratifs, mais en collectivités territoriales de plein exercice, c'est-à-dire avec des conseillers régionaux. Il y en a quelque chose comme 1785 conseillers régionaux, des postes d'élus qui n'existaient pas auparavant. Alors il y avait peut-être des dysfonctionnements auparavant, mais enfin ça marchait. D'un seul coup, on a créé 1785 conseillers régionaux. 22, 24, 25, 26 présidents de conseils régionaux. Des dizaines de vice-présidents de conseils régionaux. Chacun ayant sa voiture de fonction, des belles voitures, chacun ayant son cabinet, son directeur de cabinet, chacun de ses vice-présidents, chacun voulant avoir des collaborateurs, chaque conseiller régional voulant avoir aussi des collaborateurs. Et puis après, on a voulu avoir des hôtels de la région pour abriter un hémicycle, puisqu'il s'agissait d'imiter en fait toutes les collectivités territoriales. La France s'est donc chargée d'un surpoids avec ces régions
dont j'avais calculé au moment de l'élection présidentielle qu'il nous coûte au bas mot 5 milliards d'euros. 5 milliards d'euros qui ont été ajoutés alors qu'auparavant on n'avait rien. Le plus extraordinaire, c'est qu'une fois qu'on a créé ces régions de plein exercice, il a fallu savoir ce qu'on allait leur donner à faire. Et donc les lois de décentralisation et celles qui ont suivi ont essayé de donner à chaque échelon quelque chose. Donc on a décidé, par exemple en matière d'enseignement, que les écoles relèveraient de la commune, que les collèges relèveraient du département, que les universités dépendraient des régions. C'est un exemple. On a également réparti les transports, on a également réparti tel ou tel aspect des dépenses publiques. En attendant, on a donc ajouté un nouveau millefeuille administratif, et cela d'autant plus qu'au même moment, les mêmes lois de décentralisation donnaient aux communes, faisaient des communes de plein exercice, et aux départements des départements de plein exercice, c'est-à-dire qu'avant, ils étaient sous la tutelle préalable du préfet du département, et maintenant, ils s'administraient eux-mêmes, c'est-à-dire une explosion des coûts. Je voudrais insister ici sur cet aspect des choses, parce que personne n'en parle jamais. Il est de bon ton d'être toujours pour plus de décentralisation. Il faut savoir que la décentralisation a engendré des sommes, des dépenses considérables pour les Français. Et de plus en plus. Il y a un livre que j'avais lu d'ailleurs en 1982, j'étais à l'époque stagiaire de l'ENA à la préfecture de Nice, qui avait été écrit par un préfet, le préfet Jean-Émile Vier, et qui s'appelait « La décentralisation sans illusion », où il disait dès 1982 ce qui allait se passer et qui s'est effectivement passé. Le préfet Jean-Émile Vier avait donc prophétisé ce qui est arrivé, c'est-à-dire une explosion des coûts des dépenses à tous les niveaux, au niveau des communes, au niveau des départements, au niveau des régions, et tout ceci pèse sur qui ? Pèse sur le contribuable français. Je suis toujours sidéré de voir qu'on a des gens qui nous disent, notamment sur la place droite de l'échiquier politique, qu'il faut absolument couper dans les dépenses de l'État, alors qu'en réalité, l'État a beaucoup coupé dans ses dépenses, mais l'État s'est défaussé sur les collectivités territoriales d'un certain nombre de ses prérogatives régaliennes, et puis l'État a laissé les collectivités territoriales développer des systèmes de fonctionnement extraordinairement dispendieux, voire luxueux. C'est de ça qu'il faudrait parler, et dont je suis le seul responsable politique à parler. Je suis le seul à avoir présenté dans mon programme politique la suppression des régions pour revenir au système de Pompidou de 1972, parce qu'en fait, ça a essentiellement coûté beaucoup d'argent pour un rapport qui est en fait assez nul. Ça ne sert pas à grand-chose. D'ailleurs, le Fonds monétaire international, il y a quelques jours, vient d'adresser une admonestation au gouvernement français en disant qu'il fallait clarifier qui fait quoi, parce que ceci engendre énormément de surcoûts. Donc le Fonds monétaire international aurait certainement approuvé mon programme présidentiel. Et si les autres partis politiques ne proposent pas de supprimer les régions, si ils font comme si c'était quelque chose de formidable, c'est tout simplement parce que du RN jusqu'à LFI, en passant par tous les partis politiques, ils ont des conseillers régionaux qui évidemment encaissent leur salaire, leur rémunération d'élus tous les mois et qui bénéficient aussi d'un statut social enviable. Ça veut dire qu'on a en fait acheté avec ce système tous les partis politiques et personne ne proposera de supprimer les régions. Alors, on en est arrivé à un nouveau système avec l'idée selon laquelle il y aurait trop de communes en France. C'est une vieille lune. Quand j'étais à l'ENA en 1983, c'était l'Europe des 10, on m'avait déjà expliqué qu'il y avait beaucoup trop de communes en France. 36 000, on avait plus de communes en France que dans le reste des pays de l'Union européenne. Et moi, j'avais fait remarquer quand même cette petite remarque un petit peu insolente, rigolote, mais pleine de sens. J'avais dit, mais attendez, on a 365 fromages en France, alors qu'aux Pays-Bas, ils n'en ont que 6. Donc si on trouve qu'il y a trop de fromages en France, est-ce qu'on va dire qu'il faut que ça soit comme aux Pays-Bas et donc diviser le nombre de fromages par 60, c'est-à-dire les fusionner par paquet de 60. On va fusionner le Livaro avec le Neuchâtel, avec le Camembert,
avec tous les fromages de Normandie, etc., pour ne plus en avoir qu'un. Je touche ici à l'identité nationale française. Il se trouve, et je l'ai dit en préambule, que les communes sont les successeurs, les héritières des paroisses d'Ancien Régime qui ont parfois 1000 ans, 1500, 2000 ans d'âge et qui puisent dans la profondeur des siècles. De telle sorte que l'État s'est dit, et le raisonnement des énarques qui ont été chargés de cela, se sont dit on va fusionner les communes pour avoir des communes plus importantes. On a donc fait des communautés de communes ou des communautés d'agglomération, avec une arrière-pensée dont je vais vous parler dans un instant. Alors, pourquoi est-ce que on pousse l'État à créer des régions alors qu'elles n'existaient pas? Et pourquoi est-ce que l'on pousse le même État à fusionner des communes et à faire disparaître des communes qui, elles, existaient? Objectivement, on va nous expliquer que c'est parce que maintenant, grâce aux communications, et ci et ça, il faut rationaliser la dépense publique et il faut donc diminuer le nombre de communes. Monsieur Hollande a dit d'ailleurs un peu la même chose en créant des grandes régions. Tout le monde sait que les régions créées par Hollande avec la fusion de quelques régions, par exemple Auvergne-Rhône-Alpes ou bien Bourgogne-Franche-Comté, ça a occasionné des coûts beaucoup plus importants que les deux régions qui précédaient. Alors tout ce que je viens de vous dire là est absolument objectif. Vous pouvez aller le vérifier partout. Ce que je vais vous dire maintenant, ce sont des analyses que je développe depuis plusieurs années qui feront se récrier un certain nombre d'observateurs qui diront « mais non, ça n'est pas vrai, vous exagérez, etc. » mais qui ont comme qualité d'avoir été constamment confirmés par les événements. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que les gens qui sont derrière ces modifications d'organisation administrative ont un projet en tête. Le projet qu'ils ont en tête, c'est d'avoir les États-Unis d'Europe comme les États-Unis d'Amérique, avec une capitale fédérale Bruxelles, comme il y a une capitale fédérale Washington. Ils ont ensuite, dans cet État fédéral, nécessité d'avoir des États fédérés. Or, les États fédérés ne sont pas, comme l'avait pensé Victor Hugo en 1849, la France, l'Italie, l'Angleterre, la Russie, il avait même évoqué. Non. Ce que les États fédérés de ces États-Unis d'Europe en devenir doivent avoir, dans la pensée des concepteurs, à peu près la même taille que les Länder allemands, le Bade-Württemberg, ou bien la Bavière, ou bien la Basse-Saxe, ou bien que les États de la côte est des États-Unis d'Amérique. Or, si vous regardez la France, eh bien nos régions sont un peu petites. Il a fallu donc les augmenter en taille. C'est ce qu'a fait François Hollande. Personne ne comprenait pourquoi François Hollande voulait d'un seul coup augmenter la taille de nos régions. Mais quand vous aurez vérifié que la taille de la Nouvelle-Aquitaine ou de la région Grand Est, c'est désormais à peu près la taille, alors je dis de mémoire, de la Caroline du Sud ou de la Virginie, ou bien du Bade-Württemberg, vous comprendrez qu'il s'agit d'avoir la même granulométrie administrative. Ensuite, les communes françaises sont trop petites. Et si l'on veut avoir la même granulométrie administrative que les États-Unis, nous devons avoir des comtés. Des comtés avec un shérif à sa tête. Or, les comtés, aux États-Unis, comme leur équivalent en Allemagne, représentent en superficie l'équivalent de 20, 30, 40 communes de France. L'idée qui se cache derrière la fusion des communes au forceps, c'est aboutir progressivement à leur disparition et à leur fusion dans une entité administrative ayant la taille d'un comté américain avec un shérif à sa tête. Alors on ne l'appellera pas shérif, on ne l'appellera pas non plus bourgmestre comme en Allemagne, on l'appellera un maire, mais un maire sur une entité bien plus importante qui sera beaucoup plus distante.
C'est une perte de démocratie effrayante qu'on est en train d'imposer au peuple français, puisque les gens qui vivent dans un petit village, ils connaissent leur maire qui habite à 50 mètres de chez eux, un petit village de 200 habitants, alors qu'à terme, eh bien, le maire du comté sera peut-être à 25 ou 30 kilomètres. Il travaillera du lundi matin 9h au vendredi 18h. Il devra être rémunéré avec une rémunération assez satisfaisante. Il aura des collaborateurs idem. Donc on va augmenter considérablement les coûts en même temps qu'on va éloigner le processus de décision du petit village. On est donc en train de torpiller la démocratie locale. On est en train de torpiller le bénévolat local, puisque la plupart des maires ruraux exercent essentiellement de façon bénévole, et leurs adjoints aussi, pour faire vivre la commune. Donc cette espèce de res publica, de république de bien commun au niveau de la commune va progressivement disparaître. L'objectif final de toute cette affaire, c'est donc d'avoir l'État fédéral avec Washington ou bien Bruxelles, les États fédérés avec la Virginie ou la Caroline du Sud aux États-Unis, et puis Nouvelle-Aquitaine ou le Grand Est en France, et puis des comtés. Il y a des comtés à l'intérieur des États fédérés, et nous, ça sera l'équivalent des communautés de communes. Bien entendu, dans ce système, il va y en avoir qui vont disparaître. Ce sont les communes rurales, c'est ce qui est en train de se passer, c'est ce dont souffrent tous les maires ruraux. Mais il y a deux autres entités qui sont amenées à disparaître. Ce sont les départements, qui sont à la fois trop grands pour être des comtés à l'américaine et trop petits pour être des États fédérés. Je rappelle qu'en 2013, François Hollande a proposé aux Alsaciens la fusion de leurs départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Les Alsaciens n'en voulaient pas. François Hollande a dû faire un référendum. Le référendum a été rejeté par les Alsaciens qui voulaient conserver leur département. Je rappelle qu'en 2018, Emmanuel Macron a décidé de faire ce que François Hollande n'avait pas pu faire. Emmanuel Macron s'est entendu avec les conseils départementaux d'Alsace pour supprimer les deux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, pour supprimer la région qui avait d'ailleurs été fusionnée, la région Grand Nord-Est, et pour créer à la place quelque chose de radicalement nouveau qui s'appelle la Collectivité européenne d'Alsace. Oh, très peu de gens en parleront dans ce que les Alsaciens appellent la France de l'intérieur. L'écrasante majorité des Français de l'intérieur, disons de ce côté-ci des Vosges, n'ont jamais entendu parler particulièrement de ce qui se passait en Alsace. En Alsace, aujourd'hui, il y a des drapeaux blancs et rouges partout qui sont les couleurs de l'Alsace. Il y a les drapeaux bleus aux étoiles d'or partout qui sont les couleurs de l'Union européenne. En revanche, le drapeau bleu-blanc-rouge, il a quasiment disparu. Et l'Alsace, la collectivité européenne d'Alsace, dont on a fait disparaître progressivement les référentiels à la France, eh bien, est priée de traiter directement avec l'Union européenne. C'est un début de démantèlement de la patrie et c'est un début qui confirme ce que je dis de ces régions qui ont vocation à devenir des États fédérés. D'ailleurs, certains jouent clairement ce jeu. Je n'ai pas rêvé, mais les indépendantistes catalans ont toujours dit qu'ils voulaient être indépendants de l'Espagne dans le cadre de l'Union européenne. Je n'ai pas rêvé. Madame Sturgeon, qui est la première ministre de l'Écosse, demande encore un référendum pour l'indépendance de l'Écosse afin de pouvoir rentrer dans l'Union européenne. Je n'ai pas rêvé non plus lorsque je cite Jean-Guy Talamone, qui est le président de la région Corse, où l'État a d'ailleurs fait la même chose qu'en Alsace, c'est-à-dire faire disparaître les départements pour les fusionner en une seule région. Jean-Guy Talamone, qui a dit il y a déjà une bonne vingtaine d'années « Je verrai de mon vivant une Corse indépendante dans le cadre de l'Union européenne ». Alors voilà donc le poteau rose que je vous montre, que j'ai déjà dit dans ma conférence sur les eurorégions, que personne ne veut regarder en face alors que c'est pourtant
la réalité qui est en train de se produire. L'idée de nos européistes est d'aller vers des États-Unis d'Europe, capitale Bruxelles, avec un système fédéral, avec une Cour suprême qui est située à Luxembourg, avec un Parlement situé à Bruxelles et pour combien de temps encore à Strasbourg, et ensuite des États fédérés, mais les États fédérés n'étant pas la France, l'Italie, l'Espagne, non. Les États fédérés, tels que le conçoivent les européistes, seraient Brace, c'est-à-dire la Bretagne, en langue Brace, Catalunya, la Catalogne, en catalan, Corsica, la Corse, País Vascos, le Pays basque en basque, Scotland, l'Écosse, Flanders, les Pays-Bas, la partie flamande, excusez-moi, de la Belgique, la Wallonie, et donc progressivement d'avoir une morcellisation des grands États-nations. De telle sorte que les États-Unis d'Europe comporteraient à la fin des fins peut-être une soixantaine ou 80 ou 90 États fédérés, non pas les 27 que nous connaissons, mais des sous-États, et en particulier la France se morcelant en 5-6 États. Vous comprenez bien évidemment tout l'avantage pour l'impérialisme américain, c'est que déjà que la France aujourd'hui a les pires difficultés à résister à la domination tous azimuts des États-Unis d'Amérique, vous imaginez ce que deviendrait une Corse indépendante dans le cadre de l'Union européenne, telle que, là on parle, M. Jean-Guy Talamogne, ou que deviendrait une Bretagne indépendante, comme le rêve M. Jean-Yves Le Drian, qui s'est fait un ardent partisan du rattachement du département de la Loire-Atlantique à la région Bretagne. En fait, ces régions seraient complètement sous la botte de l'oncle Sam, comme d'ailleurs la Catalogne. Et puis, en dessous, bien, nous aurions des comtés avec la disparition de toutes les communes. Pas besoin de vous dire que ce que je vous dis là, qui fait évidemment sursauter beaucoup de gens, certains esprits trouvent que c'est très bien, j'imagine des trolls qui doivent dire tant mieux, que crève la France, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Mais quand même, un certain nombre de Français doivent se raidir dans leur conscience en se disant « mais est-ce que c'est vraiment possible ?» Oui, c'est possible, c'est en cours. C'est la seule explication qui permette de vous faire comprendre ce qui se passe. Et comme c'est pour le moins extraordinairement difficile à faire avaler, la fin de notre pays en fait, la destruction d'un pays qui a plus de 1000 ans d'âge si on fait remonter la France à l'élection d'Hugues Capet à la royauté à Noyon en 987, 1500 ans si on remonte à Clovis, au baptême de Clovis, ou bien même 2000 ans si on remonte à Vercingétorix, eh bien, il faut comprendre que le phénomène, aussi incroyable qu'il puisse paraître, est actuellement en cours. Et comme c'était aussi, comme on ne peut pas le faire d'emblée, parce que sinon ça provoquerait probablement une révolution, le pli qui a été pris depuis maintenant un certain nombre d'années, c'est d'y aller tranche par tranche, comme le salami. Il est bien connu qu'on ne peut pas avaler un salami d'un seul coup, mais que tranche par tranche, on finit par tout accepter. De telle sorte que nous sommes actuellement au milieu du gué. Nous avons l'organisation administrative de la France de 1790 jusqu'à 1972, et nous avons l'organisation administrative de ce qui devrait devenir de la France à horizon peut-être de 30 ou 40 ans, c'est-à-dire la dissolution de la France, de nos départements et de nos communes. Et on a les deux en même temps. On fait du en même temps à la Macron. C'est pour ça que vous avez ce millefeuille administratif contre lequel tout le monde tempête, sans que personne ne comprenne d'où il vient, ni à quoi il sert, ni pourquoi il est là. Je suis le seul à vous expliquer pourquoi. Demandez aux autres pourquoi. Moi, je suis le seul à vous expliquer le pourquoi. Nous avons les communes issues de la France de 1790. Nous avons les communautés de communes, c'est le monde d'après, les futurs comtés, ou les communautés d'agglomération, ou pour couronner le tout, par mimétisme
avec Washington DC ou avec les villes hanséatiques de Brême ou de Hambourg, on commence à créer des villes métropoles comme Lyon Métropole, Marseille Métropole ou Lille Métropole pour avoir des espèces d'isolats de métropoles au sein de leur commune, de leur campagne, ce qui ne correspond à aucune tradition française, soit dit en passant. Et puis nous avons les départements, dont on essaye de diminuer progressivement le nombre et l'importance. Je n'ai d'ailleurs pas rêvé, puisque Macron nous avait dit, il y a 1 an ou 2, qu'il voulait faire une expérimentation en supprimant 30% des départements. Et vous savez, j'ai fixé à cet égard l'objectif de réduire d'1/4 le nombre de départements à l'horizon 2022. Cette réforme, elle ne sera ni mécanique ni unilatérale, mais elle ne répondra pas à une logique administrative, mais à une logique de projet de territoire. Tiens donc. Et puis nous avons les régions, et puis nous avons la France, et puis nous avons l'Union européenne. On a donc une espèce de millefeuille insensé qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Parce que, par exemple, en Allemagne, eux, ils ont déjà le système des comtés et des Länder. Donc nous, on nous force à avoir cette identité étrangère venue d'Allemagne ou des États-Unis, et on a tout en même temps. Ce qui permet d'ailleurs de financer tout au long de la chaîne des quantités d'élus, je l'ai dit tout à l'heure, ce qui permet aussi à des petits malins d'aller gratter des subventions un petit peu partout. Tous les gens qui connaissent la vie des communes ou des départements savent qu'ils voient des associations ou des organisations non gouvernementales qui se parent des idéaux les plus nobles, qui veulent par exemple travailler pour l'Europe, pour faire émerger une conscience européenne, pour prévaloir les droits de l'homme. Enfin, vous avez des aigrefins qui se parent toujours de ces idéaux les plus nobles pour essayer d'aller gratter ensuite des subventions à tous les niveaux. Ils vont aller dans une commune, dans une ville par exemple, puis après ils iront au département, après ils monteront au niveau de la région où ils vont gratter quelque chose, puis après ils demanderont des cofinancements, après ils iront au niveau de l'État, et après ils termineront au niveau de l'Union européenne pour accumuler des subventions publiques en se prévalant à chaque fois du soutien de telle ou telle autre collectivité. Je termine ici cette présentation qui vous explique exactement la situation dans laquelle nous sommes, qui vous explique le mal de vivre des maires, des milliers de maires de France qui savent qu'ils sont condamnés et qui ne comprennent pas pourquoi. Je le leur explique. Ça vous explique également pourquoi ces triturages de régions qui ont été faites notamment par Hollande. Ça vous explique également pourquoi plus personne ne comprend rien dans les attributions entre les différents niveaux, puisque les créations des niveaux des régions ou de l'Union européenne ou des communautés de communes obéit en fait à un projet idéologique politique qui vous est caché. Tout ceci vous explique aussi pourquoi, je le disais tout à l'heure, le Fonds monétaire international a tiré la sonnette d'alarme parce que la France croule sous l'endettement, croule sous la dépense publique, croule sous ces niveaux d'administration démentiels où il y a plein de gens qui bénéficient de fromage. Le problème, c'est qu'on ne peut pas le résoudre, sauf si on convient que le programme que je défends depuis 15 ans est le bon. C'est-à-dire que nous devons faire voler en éclats et faire disparaître l'Union européenne, les régions et les communautés de communes, ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir des alliances entre communes pour des projets particuliers. Mais les communes en particulier peuvent fusionner, bien sûr, mais pas de les forcer à fusionner contre leur intérêt. Parce que sinon, nous avons le système actuel qui est un système incroyablement dispendieux et où personne ne comprend plus rien. Songez-y, et si je peux me permettre, faites visionner cette vidéo si vous connaissez près de vous un maire, un élu local, et qui se pose des questions sur le pourquoi du comment et pourquoi Emmanuel Macron a refusé d'aller parler devant les maires au congrès de l'Association des maires de France. Moi, en 2017, pour la présidentielle, j'avais été reçu par l'AMF. J'avais pu dire le 10e de ce que je viens de vous dire, mais j'avais pu prophétiser qu'ils auraient de plus en plus de mal à joindre les deux bouts puisque l'État avait décidé d'en finir avec un certain nombre de petites communes.
Et comme le 18 mai 2016, il y a eu un nouveau rapport des grandes orientations de politique économique fixées par la Commission européenne qui demande expressément de poursuivre la baisse des dépenses des collectivités locales, il est prévu qu'en 2017, il y aura une diminution de 3,7 milliards d'euros des dotations de l'État. L'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique. Et s'appliquera quel que soit le président de la République qui sera élu le 7 mai prochain, sauf si c'est moi. Puisque je suis le seul, je ne suis pas sûr que ce soit si drôle. Ça avait suscité des rires dans la salle. Je crois que plus personne maintenant ne rit. Vive la République et vive la France.